Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle rencontre de psychanalyse pour tous. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Alors, nous sommes... Alors, attendez, on va essayer de limiter... Bienvenue, comment allez-vous? Alors, attendez, je ne vois pas très bien. On va d'abord essayer... D'accord, hop. On va essayer pour voir. Là, nous avons... Bonsoir Charbel, Belkamen, bonsoir, Néléa, bonsoir, bon ça y est, c'est parti. Séverine Blanc, bonsoir, Sono, bonsoir, Racine, donc nous sommes déjà 43, Léa, bonsoir, serait-il possible d'avoir une attestation de présence? Je ne sais pas si vous êtes présente ou pas. Nathalie, bonsoir, premièrement, et puis en plus, une attestation de quoi? Carlos, bonsoir. Fanny, bonjour. Arnaud, bonsoir tout le monde. Donc, alors attendez, il y a encore, on va lire des, hop, donc on va voir ici, on va voir. Bienvenue, Noura, bonjour. Bienvenue, comment allez-vous? Hop, hop. Donc ici, on va lire, hop, hop. Alors, j'espère que... Ok. Dora, René, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Simona, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Donc, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour toutes. Notre jour Marie-Thérèse. Nadia, bonsoir. Notre espace Martine, bonsoir. Notre espace de rencontre du mardi à 21h. Un espace de diffusion de la psychanalyse. Anaïs, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Oussine, bonsoir. Le médecin légiste aussi est là. Rania, bonsoir. Claire, bonsoir. Nadjoua, bonsoir. Claudette. Donc, vous allez bien? Vous allez bien? Vous êtes en forme? En tout cas, vous êtes au rendez-vous. Marianne, bonsoir. Donc, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Delphine, bonsoir. Bonsoir, c'est Jamila, bonsoir. Camille, bonsoir. Oups, ils arrivent. Alors attendez, on va voir si on peut réussir à faire quelque chose. Pour bonsoir Olivier, comment allez-vous? Donc, nous allons essayer de bloquer certaines attaques, n'est-ce pas? Parce que nous sommes attaqués. Il y a des gens qui viennent attaquer. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'ils cherchent. Mais bon, Sandre, bonsoir, Laetitia, Ikram, Kamal, Sandre, Laetitia, oui, je l'ai déjà dit. Bon, alors, nous sommes déjà une centaine, c'est bon, nous pouvons commencer. Corinne, bonsoir, Flo, bonsoir, comment allez-vous? Donc, vous savez qu'ici, il s'agit d'un espace, donc ce n'est pas un cours. Ça va très bien, merci Olivier, Renaud, bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes de Bourgogne. Doriane, bonsoir tout le monde. Donc ce n'est pas un cours, ce n'est pas un espace de formation, sinon que c'est un espace de diffusion pour montrer un petit peu, pour qu'on puisse prendre conscience de l'importance de cette découverte freudienne, de l'importance de la psychanalyse et de l'importance de pouvoir disposer seulement de cet instrument pour faire face, on va dire faire face, mieux nous comprendre, même s'il y a des questions qui restent sans réponse, comme toujours, puisque l'être humain a cette Sylvie, bonsoir, la Cléopâtre espagnole, merci Sylvie, Rabia, bonsoir, Daniel, bonsoir. Donc, même si l'être humain est tellement complexe qu'on va jamais pouvoir le terminer, pouvoir répondre ou donner des réponses à toutes les questions. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer d'étudier, de voir, ce qu'a fait Freud d'ailleurs, le fonctionnement de notre appareil psychique. Puisque, encore une fois, et aujourd'hui sur le sujet de dépression et cancer, c'est ce que nous allons continuer à voir, c'est-à-dire comment le psychisme intervient dans la production des maladies organiques. Que, en fait, Freud, il va dire que toute notre vie
est surdéterminé par ce travail qui est réalisé dans notre appareil psychique et qui est surdéterminé par le concept d'inconscient. Donc, c'est Nawal, bonsoir. Donc, c'est pour ça qu'on va voir que c'est quelque chose qui nous touche tous, qui est en relation avec tout le monde, et que un travail que, en tout cas dans l'école où je continue à me former, c'est une tâche que chaque psychanalyste doit réaliser, c'est-à-dire diffuser, hein, puisqu'il y a personne d'autre n'est là pour le faire. Donc c'est à nous de le faire pour pouvoir diffuser les informations et les découvertes de Freud. Brahim, bonsoir. Donc merci Nordine, bonsoir. Puisque c'est quelque chose de très important, que la psychanalyse, ce n'est pas simplement un instrument thérapeutique, ça l'est aussi, mais sinon que c'est un instrument qui va nous permettre de pouvoir, on va dire, Marilyn, bonsoir, de pouvoir réaliser ce qui est vraiment notre vie, de pouvoir dessiner une vie qui vraiment nous appartient, de ne pas faire la vie qui était prévue pour nous ou la vie que d'autres ont voulu pour nous, sinon que la vie, plume violette, bonsoir, donc la vie que chacun d'entre nous va pouvoir fabriquer avec la fabrication de ses propres désirs, puisque la psychanalyse est donc un instrument qui va permettre une auto-connaissance et donc à partir de là une auto-transformation. Chad, bonsoir. D'accord? D'où l'importance de cet instrument. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Valérie, bonsoir. C'est la psychologie la plus moderne qui existe. Salim, bonsoir. Oui, c'est très important, effectivement. Donc, on va regarder. Donc, nous allons, en abordant un petit peu Rose Rouge, Manel d'Algérie, donc en abordant ce sujet du cancer, de la dépression, du cancer de la dépression. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui est vraiment d'actualité et de grande importance. Fabienne, bonsoir. Et on va commencer, alors je ne sais pas si on continuera après ou pas, mais en tout cas, on va ouvrir une porte à la médecine, ce qu'on appelle la médecine psychosomatique. Non? Donc, on va voir un petit peu quelle est la relation entre le cancer et la dépression. Donc, la maladie, la relation du psychisme, l'appareil psychique, bien évidemment, Marie-Laure, bonsoir, l'appareil psychique est en relation directe avec tous les symptômes névrotiques et psychotiques et pervers, non? C'est-à-dire que c'est en relation, c'est cet appareil psychique, on va dire, qui a fabriqué ce type de symptômes, enfin c'est le sujet, non? C'est la position du sujet dans son appareil, c'est-à-dire que l'appareil, rappelons-le, parce qu'il ne s'agit pas de cette même situation du corps, c'est-à-dire que notre appareil psychique travaille constamment, non? C'est un petit peu comme le cœur, il est constamment en fonctionnement. Et en plus, la particularité de cet appareil, Catherine, bonsoir, non seulement c'est qu'il travaille tout le temps, sinon que en plus il ne s'abîme pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à assimiler, on va dire, que quels que soient les symptômes que le sujet va produire, son appareil est en bon fonctionnement. Sauf que la différence entre, on va dire, une personne saine psychiquement et une personne qui produit des symptômes, on va dire qu'il s'agit d'une question de quantité. Une question, Hakim, bonsoir, une question de quantité dans le sens où il y a une exagération dans l'utilisation de certains mécanismes de cet appareil. Cet appareil qui est un appareil très complexe et donc il dispose de nombreux mécanismes qui sont tous à notre disposition. Et quand on a tendance à oublier un mécanisme ou à exagérer l'utilisation d'un mécanisme, se produit des symptômes. Donc, l'appareil psychique, donc la relation du psychique, le corps manifeste à travers de l'inconscient. Donc, la relation du psychisme est indispensable, non, que la participation du psychisme est indispensable évidemment dans la maladie psychique. Ça fait partie de la logique. Mais on va voir qu'il y a aussi une grande participation de ce psychisme dans la production des maladies organiques. Donc, on a eu tendance, donc on va
non, quand on dit que c'est une porte ouverte à ce que cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une porte ouverte à la médecine psychosomatique, dans le sens où, ben, quand on prend, par exemple, comme aujourd'hui, on va présenter quelques particularités du cancer. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire référence un petit peu aussi à la médecine. Hein. C'est-à-dire que la médecine, c'est un élément, on va dire, indispensable pour le sujet. Alors attendez, j'ai vu qu'on est encore. Donc, la médecine, bien évidemment, euh, c'est non, un élément indispensable pour attendez, pardon. Je dois, hop, voir si je peux. Mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. On ne me laisse pas. On ne me laisse pas. Bon, on va voir. Donc, Mohamed, bonsoir. Donc, ce que je disais, c'est que on va donc faire référence à la médecine. D'ailleurs, la médecine avant la production de la psychanalyse, puisque la psychanalyse, non, c'est une discipline qui va se produire au début du XXe siècle, en 1900. Et donc, la médecine avait tendance à lire, alors encore aujourd'hui, on va dire, euh, quelle preuve que tout ce qui est dit en psychologie analytique est scientifique. Donc, on va dire, il faut aller lire Freud, non? Que pour l'instant, on n'est pas là pour donner des preuves, sinon que, d'une certaine façon, si, mais pas exactement. Alors, attendez, celle-là, on va essayer de. Mais là, on ne veut pas. Hop, je vais voir. Poum, poum. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Bon, tant pis. Bon, alors, je vais les laisser parce que sinon, je vais faire la guerre avec ça sert à rien. Donc, je disais que la médecine avait tendance à penser avant l'arrivée de la psychanalyse. Donc aujourd'hui, il y a certains médecins qui ont une écoute préparée, une écoute psychanalytique qui va donc les aider à réaliser correctement leur travail, dans le sens où on a tendance, à partir de la médecine, à penser que c'est quand on annonce au sujet qu'il a un cancer, que c'est à partir de là que va se produire la dépression. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise nouvelle qui va produire la dépression. Et bien évidemment, ce que va présenter la psychanalyse, c'est un peu différent. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui nous intéresse tous, donc vous pouvez le diffuser. Sylvie Marie, bonsoir. Vous pouvez le diffuser aussi sur vos réseaux sociaux. Donc c'est une rencontre et un direct sur Facebook qui est gratuit. Donc on disait, Muriel, bonsoir. Donc on va voir qu'au niveau de la médecine, par exemple, tout comme pour la psychanalyse, on va faire référence, on va prendre en considération l'importance de l'étiologie des maladies. C'est-à-dire que c'est déterminant, on va voir dans l'apparition de la maladie, dans de nombreux cas, et de s'occuper de cette étiologie, non pas seulement de s'occuper de cette étiologie, sinon de s'occuper de l'évolution de la maladie. Et on va voir que dans tous les cas, non, la psychanalyse donc va faire une lecture sur cette situation. Donc, quand l'aspect psychique est pris en compte, les résultats vont être différents que quand c'est quelque chose qui est pris uniquement à partir de la médecine. Donc, rappelons-le que le fléau aujourd'hui, parce que c'est vraiment un fléau de cette situation sur le cancer dans nos sociétés, donc c'est présenté comme une des premières causes de mort au niveau mondial, le cancer. Donc les chiffres sont impressionnants et en plus ce qui est prévu, c'est que ce chiffre augmente. Non, les informations qu'on nous donne régulièrement, c'est pour dire que apparemment celui qui n'aura pas de cancer, c'est un petit peu comme celui qui n'a pas eu le virus, non? C'est-à-dire que ce sont des cas rares. Ça va devenir des cas rares dans le sens où si on ne fait pas un certain travail sur notre situation, on va tomber dans ce piège apparemment qui nous attend. Donc oui, les pronostics qui sont faits sont catastrophiques, selon la médecine. Mais
il faut prendre en considération aussi que ces chiffres, non, augmentent, qui sont dus aussi à cause parce que nous vivons plus longtemps, à cause de la longévité de nos vies, puisque avant on mourait à 60, 70 ans et qu'aujourd'hui, non, que l'espérance de vie, ce n'est pas facile d'apprendre qu'on a le cancer. On peut comprendre aisément qu'on déprime suite à cette annonce. Personne ne veut mourir, souffrir. Donc, alors Corinne nous dit que ça, mais ça c'est une lecture de la médecine. D'accord? Donc on va voir que la psychanalyse, elle va faire une lecture qui est tout à fait différente. Donc on va voir qu'il y a quelque chose, il y a d'un côté les toxiques, il y a certains toxiques qui vont participer à la production du cancer, et le fait qu'on vive plus longtemps, bah, ça nous donne aussi plus de chances d'attraper à un moment donné un cancer. Non? C'est pour ça que les chiffres, les chiffres, le nombre de gens qui vont attraper le cancer vont augmenter. Et on va dire à partir de la psychanalyse, ce qui est donc bien évidemment très intéressant, c'est que nous allons voir que le nombre de personnes atteintes de cancer augmente et que le nombre le nombre de personnes atteintes de dépression augmente aussi. D'abord. Donc, on va dire que ces pronostics donc sont basés sur notre manière de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que notre manière de faire face à la vie, c'est-à-dire que nous vivons avec la majorité des personnes n'ont pas d'illusion pour vivre et pour fabriquer une vie pour demain, pour fabriquer un avenir pour leurs enfants, c'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés où nous manquons énormément d'utopie, de penser qu'une révolution est possible, de penser que la société peut changer, que nous pouvons changer. Et donc tout ça, bien évidemment, c'est pour ça qu'on va dire que nous vivons dans des sociétés déprimées. Les sociétés directement sont déprimées. Ne pas être déprimé dans une société, c'est quelque chose d'inhabituel. Donc, Abdella, bonsoir. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est que quand donc dans ces sociétés qui nous présentent une situation difficile pour réussir à faire une vie heureuse, à développer des projets, à développer des entreprises, à essayer de grandir, de se développer et de connaître, on va dire d'une certaine façon, tout l'humain que je peux être, c'est-à-dire améliorer mes relations sociales, multiplier mes relations sociales pour grandir et développer cet humain que je suis. Et donc, on va voir que si on pense que d'après les idées que j'ai aujourd'hui, je vais fabriquer un type de vie, d'accord? C'est-à-dire que, Georgette, bonsoir, difficile de contrer la dépression après le cancer. Donc, on va voir que la vie que je vis correspond aux idées que j'ai sur moi-même, sur la vie, sur les autres, sur l'amour. C'est-à-dire que je suis déterminée par les idées que j'ai sur toutes ces choses et je vis en fonction des idées que j'ai. On peut même dire que selon ma façon de vivre, on peut faire après une lecture en disant voilà, vous pensez ça de l'amour, vous pensez ça du travail, vous pensez ça, selon ce qu'on va faire de notre vie. Donc, ce que propose la psychanalyse, bien sûr, c'est qu'elle propose la possibilité de modifier certaines idées. Dans le sens où la psychanalyse, elle va modifier, il y a d'autres possibilités, que je veux dire qu'il existe les livres aussi qui vont nous apprendre de nombreuses choses et qui vont nous permettre aussi de changer certaines idées. Mais quand on change d'idée, quand on abandonne certains préjugés, ça va nous permettre, bonsoir Carmen, ça va nous permettre, quand on abandonne certaines idées, ça va nous permettre aussi de modifier notre relation à la vie, notre relation à nous-mêmes. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est important. Et le cancer ou la perte des illusions et autres organisations narcissiques. Un traumatisme psychique peut engendrer des inhibitions ou des libérations excessives d'enzymes à l'origine d'un cancer. Donc, Oussine, non. Donc là, vous ne prenez pas en considération la psychanalyse. Non, ça c'est une manière de penser à partir de la médecine. Donc, ce qu'on va voir, c'est que la psychanalyse est un instrument qui va nous permettre non seulement de transformer des idées, sinon de vraiment transformer des idées que nous avons sur certaines choses
autant sur notre vie que sur nos relations avec l'extérieur. Donc, une petite modification modifie les pronostics. Et ça, c'est ça qui est intéressant, non? Que modifier quelque chose, non? Notre vie est faite de nos sangs, disait Shakespeare. Bon, bah ça c'est. La maladie peut faire changer notre esprit. Bah, disons qu'il y a des gens qui disent que grâce à la maladie, ils ont appris qu'ils étaient mortels et donc ils ont après, à partir de là, une autre relation avec la vie. Donc il y a des gens qui, grâce à la maladie, ils ont eu accès, non? Ils ont pris contact avec un psychanalyste pour commencer une analyse, peut-être. Donc, c'est-à-dire qu'avec une transformation, ben, la vie peut changer, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que le cancer? Alors, on va essayer de faire une présentation très succincte du cancer, parce que non seulement c'est une maladie qui a de multiples productions, que l'être humain, on voit qu'il a une capacité de produire et de créer des choses bien différentes. Mais là, ici, un choc émotionnel ne peut pas causer un cancer. Hein, on va voir. Bon, encore que, ça dépend ce que vous appelez choc émotionnel. Hein, dans le sens où, ce qu'on va voir ici, c'est que donc le cancer regroupe différentes pathologies. Non, c'est quelque chose qui est très ample et il y en a de tous les genres et de toutes les couleurs. Mais dans tous les cas, la caractéristique principale du cancer, c'est la prolifération de cellules, une prolifération incontrôlée de certaines cellules qui vont envahir des tissus, des organes. C'est-à-dire que la cellule cancérigène, c'est une cellule qui va s'étendre au détriment d'autres cellules. D'accord? Ça, c'est une manière succincte de décrire le cancer. Donc, d'un côté, on va dire, est-ce que cette dépression peut commencer par des signes d'appel ou reste masqué? On va le voir. Ne vous précipitez pas. Donc, premièrement, on va voir qu'en général, non, encore aujourd'hui, quand on dit cancer, on dit que c'est comme une sentence. Non, ça nous tombe dessus comme une sentence, comme si nous devenions, non, comme une machine à retardement. La mort va arriver beaucoup plus vite que prévu. Et en plus, dans des conditions, parce que non seulement nous allons accélérer, non, la date de mortalité, mais que surtout nous allons mourir dans des conditions c'est catastrophique. Dans quel état arrive le malade de cancer, comment il termine sa vie. Mais donc il faut savoir que l'idée généralisée que le cancer est mortel, rappelons-le, bon, j'imagine que nombre d'entre vous le savent, que tous les cancers ne sont pas mortels. Donc il y a effectivement des difficultés pour guérir réellement un cancer au niveau de la médecine, dans le sens où il y a des cancers qui sont guéris et qui reviennent au bout de 2 ans, 3 ans, et qui reviennent en plus avec des métastases et avec une fabrication tout d'un coup impressionnante de cellules et qui reviennent. Donc on va voir qu'il y a un certain temps, qu'il y a un temps de 5 ans pour que ce cancer puisse se reproduire ou se produire ailleurs, et que après 5 ans, normalement, il est plus difficile que le cancer revienne, mais qu'on n'est jamais, on va dire, sûr ni débarrassé que le cancer ne reviendra pas. Donc, il faut voir que aussi quelque chose qui est important, que le cancer, ce n'est pas une maladie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le cancer, c'est une maladie qui existe déjà depuis bien avant Jésus-Christ. Hippocrate faisait déjà référence au cancer 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas, ils ne sont pas tous mortels. Exactement, Marie-Laure, ils ne sont pas tous mortels. Donc c'est une maladie qui existe depuis toujours. Ensuite, on va voir qu'il y a justement, pour déjà faire cette référence à la relation du cancer et de la dépression, on va voir que Galien, le docteur Galien, donc lui c'est un docteur de 160 ans après Jésus-Christ, donc dans l'année 160, donc tout au début de notre règne chrétien, et qu'il est très important, Galien, il est très important dans le sens où son influence a continué jusqu'au 19e siècle. C'est simplement au 19e siècle où on a commencé à rénover les découvertes de Galien. Donc c'est un docteur dans l'histoire de la médecine qui est très important. Donc, et lui, il va classifier les maladies. Lui, il va classifier les maladies et il va associer, parce qu'il avait divisé le corps humain
en plusieurs choses et il va dire que le cancer, c'est un excès de bile noire. Et il va dire que ça, c'est tout comme la dépression, que dans la dépression aussi, il y a quelque chose de la bile noire. Bon, alors attendez, on va essayer de voir si on peut bloquer cette personne. On va voir si on nous laisse, parce que vous voyez, on nous laisse pas toujours. Bon, alors on va dire. Donc on va voir. Muy bien. Donc on va voir. Et si je fais ça, donc avec un peu de chance, on va voir. Bon, alors je suis désolée, vous voyez, nous sommes attaqués. Attaqués. Donc vous voyez, on pourrait interpréter ça comme quoi ce ne c'est pas parce que nous sommes une 140 dans cet espace, dans cette rencontre du mardi soir, sinon c'est parce que nous parlons de psychanalyse. Donc, je disais que déjà Galien, non, avait fait référence et il mettait en relation donc la dépression avec l'excès de bile noire, que la mélancolie, c'est la bile noire étymologiquement, dit Marie-Thérèse, exactement, voilà. Donc, et donc c'est simplement, c'est à partir de la moitié du XXe siècle que la médecine va commencer à mettre en relation donc le cancer avec un deuil mal élaboré. D'accord? C'est-à-dire le deuil mal élaboré, qu'est-ce que c'est? C'est la dépression. D'accord? Donc c'est à partir de la moitié où la médecine elle-même va prendre en considération cette situation. Donc, et c'est là où on va voir que même les livres de médecine donc en parlent directement et font référence en disant qu'il existe une relation entre la dépression et la production d'un cancer. C'est-à-dire que les personnes atteintes de dépression ont un risque élevé d'attraper un cancer. Mais ce n'est pas une équation, non? C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas une équation. Par contre, toutes les personnes qui souffrent de cancer ou qui ont attrapé un cancer, non, souffrent de dépression. Donc, dans l'autre sens, on peut l'affirmer à 100%. C'est-à-dire que tous les cancers, à la base de tous les cancers, il y a une dépression. D'accord. Et alors, pour faire référence un petit peu à la clinique de la dépression, que habituellement on pense que on a tendance, non, à faire une lecture un petit peu naïve, précipitée, on va dire sur qu'est-ce que la dépression et qu'on va voir notre voisin qui est un peu triste et qui pleure de temps en temps, etc. Et on va lui coller l'étiquette de dépression, mais non. La psychanalyse, donc, ou plutôt Freud, a étudié à étudier correctement, on va dire, toute cette situation de la dépression, et il y a des caractéristiques, on va dire, des caractéristiques dont on va parler, qui sont les caractéristiques pathognomoniques, c'est-à-dire qui sont des caractéristiques fixes à la dépression. Si ces caractéristiques-là ne sont pas, il ne s'agit pas de dépression, il s'agit d'autre chose. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à penser que la tristesse, comme ça, la tristesse qui s'impose, non? La tristesse qui s'impose, une apathie, un désintérêt général pour ce qui se passe dans le monde extérieur, il passe son temps couché, il sort jamais, il grossit ou il maigrit, il a tendance à pleurer, non? À la base de tous les cancers, il y a une dépression, exactement, Jean. Donc, et donc on va voir que donc on a tendance à considérer que ce sont des symptômes, cette petite liste que je viens de faire sont des symptômes typiques de la dépression, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc quand on parle de caractéristiques pathognomoniques de la dépression, on va dire que Freud a découvert qu'il ne s'agit pas de la tristesse, qu'on a le droit d'être triste sans être déprimé, qu'on a le droit de pleurer sans être déprimé et qu'on a le droit de pas avoir envie de sortir de son lit sans être déprimé. D'accord? Sinon on va voir que la dépression, comme va le présenter Freud, elle a toujours cette caractéristique, c'est-à-dire cette tendance du sujet à s'auto-dénigrer, à l'autodénigrement. D'accord? C'est-à-dire que quand on l'écoute, il parle toujours mal de lui-même. D'accord? C'est-à-dire du genre, je ne sers à rien, j'emmerde tout le monde, ce serait mieux si j'étais pas là, je laisserais mes parents tranquilles, etc.
d'accord? La peur de mourir, ce n'est pas une dépression, non? Donc je suis en train de dire les caractéristiques. Donc cette auto-dénigration, cet auto-dénigrement ou cette manière de s'auto-dénigrer, non? Sont des caractéristiques qui sont des caractéristiques de la dépression. Et non seulement ils se dénigrent, mais en plus ils ne le cachent pas, c'est-à-dire qu'ils le font en public. Ce n'est pas quelque chose où ils attendent d'avoir un rendez-vous avec une amie pour pouvoir lui dire en secret, sinon, mais alors pourquoi la dépression s'exprime parfois en cancer et dans d'autres cas reste une dépression sans développer un cancer? Non, alors ça, il faut étudier les cas. Pourquoi vous voulez, non? Donc ça, ce sont des cas, je veux dire que la psychanalyse, Delphine, elle s'occupe une fois que la chose est faite, pas avant. Non, pourquoi j'ai pris ce chemin et j'ai pas pris ce chemin? C'est une fois que j'ai pris le chemin que je peux lire pourquoi j'ai pris ce chemin. D'accord? Ce sont des, non, c'est la psychanalyse, c'est une discipline qui va s'occuper toujours du dernier effet, pas de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pris ce chemin-là et pas celui-là, mais une fois que le chemin est pris. Non? Donc, et donc, on va faire référence. Donc, pour continuer avec ces caractéristiques pathognomoniques, à voir si j'arrive à apprendre bien la prononciation, au-delà de l'autodénigrement, peut-on parler de perte de désir? Oui, mais ce n'est pas une caractéristique particulière de la perte de désir, ce n'est pas quelque chose qui appartient spécifiquement à la dépression. Donc, on dit, premièrement, c'est l'autodénigrement. En plus, c'est aucune pudeur, c'est-à-dire qu'on s'autodénigre ouvertement vers l'extérieur avec n'importe qui, avec du public. Non, il n'y a pas de pudeur pour s'autodénigrer. Et en plus, la dernière caractéristique qui fait référence à l'étiologie justement de la dépression, c'est que quand on s'autodénigre, on ne parle pas de nous. Quand les gens ils nous écoutent, ils disent mais non, mais toi t'es pas comme ça, mais c'est pas vrai. Et en plus une tendance à s'autodénigrer sur toute notre vie. J'ai jamais servi à rien. Non, alors qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des trucs bien dans leur vie, qui ont réussi à faire des trucs, etc., puis que tout d'un coup ils tombent en dépression, et donc on voit que oui, effectivement, actuellement tu fais pas grand-chose, non, mais qui en fait étendent, non, l'autodénigrement, ils l'étendent sur toute leur vie. Voilà les caractéristiques de la dépression. D'accord? Mais ça, il faut savoir aussi écouter, ne pas se laisser prendre par les pleurs, par la tristesse, par le manque de désir, par certains symptômes qui ne correspondent pas spécifiquement à la dépression, donc ils peuvent l'accompagner, mais ce n'est pas quelque chose qui caractérise la dépression en elle-même. Sinon, c'est ce qu'on disait. Donc c'est l'autodénigrement, le manque de pudeur pour s'auto-dénigrer, et quand on s'auto-dénigre, non seulement on le fait sur la situation actuelle, sinon qu'on le fait sur tout le passé. Et en plus, ce qu'on dit, ça ne correspond pas. On dit des choses, donc le sujet va s'auto-dénigrer, mais en fait, la personne dont il parle, c'est pas de lui. Et ça va être l'étiologie qui correspond à la dépression. Hein. Donc, ce sont des particularités. Pourquoi quelqu'un déclenche une pathologie psychologique et autre déclenche une maladie organique? Donc, quand il y a maladie organique, c'est parce que justement, donc ce qu'on va voir, c'est que très souvent, la dépression serait un trait de caractère. Non, non, pas du tout, pas du tout, Laurence. Non, 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 ça n'a rien à voir avec un trait de caractère. Seul l'autodénigrement, ce sont des périodes où le sujet, non, qui a une situation avec des particularités. On va voir que c'est quand on dit que la dépression, c'est un deuil mal élaboré. Et quand on a fait déjà référence un petit peu dans ces espaces de rencontre du mardi soir, on a déjà fait, là nous entrons dans le champ de la psychosomatique. Oui, c'est ce que j'avais déjà annoncé. Donc, dans le sens où ce sont, dans la dépression, c'est face à la perte de quelque chose. D'accord? C'est-à-dire l'incapacité du sujet de remplacer, de substituer, non, ce qu'il a perdu. Et ce qu'il a perdu, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le deuil véritable d'une personne, d'un être aimé qui est mort, comme ça peut être, tomber en dépression. Ce signifiant et parlant, c'est une chute de quoi? De l'image qu'a le sujet de tomber dans le trou, la perte. Donc, on va voir que c'est une perte, ça peut être aussi quelque chose, non? Des fois, on peut tomber en dépression parce que
on commence une histoire d'amour dans laquelle on a beaucoup d'illusions, on pense qu'enfin on va vivre l'amour, et en fait on voit que l'idée qu'on avait de l'amour, ça correspond pas du tout à... donc il y a non, aussi une perte d'une illusion. La perte d'une illusion peut aussi provoquer une dépression. Donc vous devez penser que les êtres humains, nous sommes très sensibles à des choses qu'on ne voit pas. Donc il y a des gens, il faut réellement qu'ils passent par l'analyse pour qu'on puisse découvrir la perte qu'ils ont eue. Parce que des fois on dit mais non, il n'y a personne qui est mort autour de moi, je ne sais pas pourquoi j'ai une dépression, pourquoi je suis en dépression, non? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé mais je ne sais pas quoi. C'est que j'ai perdu quelque chose, je m'en suis même pas rendu compte. Et en plus, je ne sais pas ce que j'ai perdu dans ce que j'ai perdu. Parce qu'il y a aussi ça, oui, j'ai perdu mon travail, mais bon, je sais pas. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Mais on reste bloqué, on n'arrive pas à trouver un autre travail, on n'arrive pas à substituer, on n'arrive pas à remplacer. Et du coup, on commence à s'auto-dénigrer, non? Et on commence à parler mal de soi en disant qu'on est capable de rien. Et après, on va voir que si on écoute bien, il s'agit d'autre chose. Mais bon, ça, il faut l'instrument du psychanalyste pour réellement pouvoir écouter de quoi il s'agit. Non? Donc, donc, comme on disait, euh, donc on va voir que parfois il y a des sujets où justement il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de douleur, mais il n'y a pas de pleurs plutôt, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'apathie, mais il y a des symptômes organiques. C'est-à-dire qu'il y a des dépressions où on ne voit pas le sujet qui est triste, simplement que le sujet va commencer à être touché par des douleurs. Il va souffrir de douleurs. Ces éléments, ces caractéristiques dont on parlait de la pathognomonique, non, ceux-là, ils vont être là. C'est-à-dire qu'il va y avoir autodénigrement. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments qui vont être là obligatoirement. Mais qu'il peut ne pas avoir de tristesse, qu'il peut ne pas avoir de pleurs, ni d'apathie, ni de manque de désir, mais qu'il va y avoir des douleurs organiques. Mais des douleurs organiques qui sont particulières, c'est-à-dire des douleurs organiques sans lésion. C'est pour ça que ces douleurs vont être plus en relation, Freud va nous dire, avec la névrose d'angoisse qu'avec la dépression. Donc là, on va séparer, on va voir qu'il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a une dépression avec une névrose d'angoisse, non? On a perdu la fusion maternelle, ça y est, effectivement, non? Parfois, non? À la base de cette dépression, ce qu'on a vraiment perdu, c'est notre premier amour, non? C'est notre premier amour, et que réellement, donc à chaque fois qu'on perd quelque chose, non? Il y a comme une sorte de répétition de cette première perte, ce premier amour auquel on a dû renoncer. Non? Donc, et donc, on parlait de cette autre formation, de cette autre apparence, on va dire, de la dépression. Il y a cette dépression avec la tristesse et les pleurs, plus les caractéristiques, donc je suis obligée de lire parce que sinon je me trompe, pathognomoniques, et il y a les caractéristiques pathognomoniques plus les douleurs organiques. D'accord? Donc ce sont deux types de présentation de dépression. Ce qui va être intéressant, c'est de penser que pour la psychanalyse, peu importe qu'on l'appelle névrose d'angoisse, qu'on l'appelle dépression, qu'on l'appelle névrose actuelle, névrose de transfert, hystérie, peu importe. Dans le sens où, pour la psychanalyse, l'interprétation va se faire, non, pas l'interprétation, le diagnostic, on dit qu'en psychanalyse, le diagnostic, il se fait à la fin du traitement. C'est-à-dire qu'on va permettre au patient, au sujet qui vient s'analyser, d'être différent, de se transformer, de ne pas toujours être le même. Ce n'est pas que je dis, tiens, j'attends l'hystérique, ou j'attends le déprimé. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le sujet, quand il se présente, il est toujours nouveau. Ce n'est pas le même. Il a eu une séance la fois dernière. Donc, quand il vient dans la séance suivante, il est différent. Ce n'est plus le même. Donc, je dois, moi, non, comme psychanalyste, écouter le patient qui vient différemment. Si je pense que c'est encore celui-là qui arrive, non, il est différent, obligatoirement. D'accord?
Est-ce que le dénigrement est conscient? Pour le sujet, non, Nadia. Pour le dénigrement, l'autodénigrement, le sujet n'est pas conscient. C'est pour ça qu'on a besoin de cette écoute et de cette écoute particulière. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller interpréter les gens à droite à gauche en leur disant, le diagnostiquant. Donc ce que je voulais dire, c'est que la psychanalyse, la particularité de cette discipline, de la psychanalyse, c'est que quels que soient euh, les symptômes que va présenter le patient, ou qu'il présente des symptômes ou qu'il n'en présente pas, la méthode d'application qui va se réfère en psychanalyse, c'est la même. C'est toujours la même méthode qu'on va utiliser. Et quelle est la méthode? La méthode d'interprétation. C'est-à-dire, ce qui va se réaliser, c'est avec, non, qu'il y a d'un côté le travail que le patient va réaliser, qui est d'accorder un horaire, un tarif avec le psychanalyste, non, pour permettre de commencer à travailler. Et à partir de là, on va dire, bonsoir docteur Salah. Donc on va dire, et d'un autre côté, donc le travail va être l'association libre, apprendre à parler de sans rien vouloir dire de précis, en disant voilà, je viens parler, je parle d'une chose et je parle d'un sujet à l'autre, non, sans juger. C'est-à-dire que Freud, il va dire que c'est comme si j'étais dans un train et que je regardais par la fenêtre et que je faisais la description de ce qui se passe, non, du paysage. Mais là, le paysage, c'est ma tête et donc je dois parler de, non, associer sur ce qui me passe par la tête. Et à partir de là, ça va être le matériel qui va être proposé pour le psychanalyste pour qu'il puisse avoir lieu l'interprétation. D'accord? Bon, après, il y a une formation du psychanalyste qui est indispensable et qu'il y a beaucoup d'exigences dans la formation du psychanalyste. Parce que le psychanalyste, pour pouvoir écouter comme ça le patient, ben, il doit lui-même être en psychanalyse, non? Avec 4 séances de psychanalyse par semaine. Il doit superviser de façon individuelle et superviser en groupe. Et en plus, bien évidemment, être dans des groupes de formation. Il doit continuer à étudier. Pourquoi? Parce que sinon, il finit par nier. Il va croire que la tristesse, c'est la dépression. D'accord? C'est-à-dire que nous devons savoir que le sujet, il a tendance à dire non, l'inconscient n'existe pas. Non, 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 ma conscience est la raison. Ce que je vois, tout ça, c'est la réalité. Donc, on a besoin obligatoirement de faire cet exercice pour ne pas tomber dans le piège de la conscience. Non? C'est un petit peu comme, on peut prendre cet exemple tout à fait didactique, c'est-à-dire que je dois savoir, non, que je dois bien avoir incorporé que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, même si je vois que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre tous les jours. Moi, j'ai incorporé l'information qui dit que non, que même si je ne sens rien, même si je ne m'en rends pas compte, je sais que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais que notre conscience, elle va continuer à dire, tiens, le soleil s'est levé. Donc, ça veut dire que, vous voyez, c'est un piège. Notre conscience, c'est un piège. Donc, pour éviter de tomber dans le piège, le psychanalyste doit faire tout ce travail-là régulièrement et constamment, parce que sinon, c'est la conscience qui gagne la partie. Bon, alors tout ça pour dire que on ne peut pas interpréter de n'importe quelle manière et que la méthode, dans tous les cas, va toujours être la même, c'est la méthode d'interprétation. Ensuite, en 1939, Freud parlera d'une méthode qu'il va ajouter, non, qui va montrer que ce n'est pas simplement une interprétation, sinon que c'est interprétation-construction. C'est-à-dire que le travail analytique, c'est quelque chose qui se fait avec un suivi, non, une constance, une régularité, non. Sylvie, c'est pas grave. La dépression mixte peut-elle se transformer en bipolarité? Donc la dépression, la caractéristique, ça et là, c'est déjà que la dépression, elle a cette tendance, non? De la dépression et de l'autre côté qui est la manie, non? Donc il y a la manie et la dépression qui sont en fait la même monnaie, non? D'un côté ou de l'autre. Et donc selon de quel côté je suis, je peux être donc pendant un certain temps déprimé, puis tout d'un coup je deviens super content, j'ai l'impression que je peux tout. Et donc ça c'est l'autre côté de la pièce. Mais bon, ça c'est une autre chose. Mais disons que la bipolarité c'est quelque chose, quand on est déprimé, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien de particulier. Aujourd'hui, on dit je suis bipolaire comme si c'était un phénomène particulier. Freud l'a déjà présenté déjà en 1914 ou 1915 en disant que non, que c'est quelque chose
qui fait partie, on va dire, du phénomène de la dépression. Chez certains sujets, pas chez tout le monde, c'est vrai. Donc, on disait que la possibilité que va nous donner l'interprétation, c'est que de modifier ce que je disais déjà auparavant, non, c'est-à-dire de modifier un petit peu, parce que ce qui est bien, c'est qu'en modifiant simplement un tout petit peu, bah ça y est, je regarde ma vie de façon différente. Avec une petite modification qui n'a pas besoin de grandes choses, non? Les toxiques, c'est la dépression qui amène le cancer. C'est la dépression qui amène le cancer. Oui, Corinne, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes déprimés. Pas toujours. Non. Le cancer peut-il se déclarer parce qu'on a ignoré un interdit de jouissance lié à un surmoi tyrannique? Non, parce que c'est la dépression, Valérie. D'accord? Donc c'est en relation avec la dépression. La dépression, c'est en relation avec la perte. La perte que je n'ai pas pu remplacer ce que j'ai perdu. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un interdit de jouissance, c'est que j'ai perdu quelque chose, non? Ou quelqu'un. L'interprétation est-elle faite par l'analyse ou l'analysant? Ça dépend, Sylvie. D'accord? Ça dépend. Des fois, elle n'est même pas faite pendant la consultation, sinon que tout d'un coup, l'interprétation vient dans le patient, dans sa vie quotidienne. Tout d'un coup, ça fait POM! Et tout d'un coup, lui apparaît, non? Une nouveauté, parce que l'interprétation, c'est une nouveauté qui va se produire dans la vie du sujet. Comment distinguer une dépression de la bipolarité? La bipolarité, c'est une dépression. C'est pas là, d'accord? On va dire que les dépressions sont bipolaires. C'est une caractéristique de la dépression. Donc, maintenant, pour mettre en relation donc la dépression et le cancer, comment on va les mettre en relation? Parce que bien sûr, on parle, mais comment on met ça en relation? Et en fait, on va voir qu'il y a le résultat donc de nombreuses investigations au niveau médical, non? On va dire que c'est là, il y a comment c'était? Attendez, je me rappelle plus, ça s'appelle la psychoneuroendocrinologie. C'est une branche de la médecine qui est chargée d'étudier la relation de certains processus psychiques avec des altérations hormonales, des neurotransmetteurs et la fonction du système immunitaire. La psychoneuroendocrinologie. C'est-à-dire, c'est à partir de la médecine. C'est la médecine qui a étudié donc la situation des patients avec des cancers, non? La psychanalyse, fort utile qu'elle peut être, n'est-elle pas un peu surestimée pour expliquer la genèse de cancer? C'est une opinion, non? Je veux dire que il a été, même la médecine aujourd'hui le reconnaît, non? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient simplement de la psychanalyse, sinon que la médecine, aujourd'hui la médecine elle-même, donc a fait ses recherches, ses investigations, et qu'elle a montré que la dépression est associée à la dépression du système immunitaire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une association, c'est-à-dire que quand le sujet psychique se déprime, son système immunitaire se déprime aussi. Non, les TOC, Mina, ne sont pas des signes de dépression. Donc, et pour expliquer un petit peu, pour continuer notre explication, on va voir que le système immunitaire a une fonction d'immunosurveillance. Il est là pour surveiller. Il est là pour surveiller tout ce qui tous les virus, les bactéries, tout ce qui vient, on va dire, attaquer, qui est là pour surveiller et pour défendre le bon fonctionnement. Non, c'est une sorte de police, le système immunitaire, qui vient défendre au niveau organique donc le sujet. Et on a vu aussi qui est très important, c'est que le système immunitaire est très sensible aux manifestations psychiques, émotionnelles du sujet. C'est-à-dire qu'il y a rapidement des modifications du système immunitaire selon la situation du sujet. D'accord? C'est-à-dire que nous n'avons pas tous attrapé le virus. D'accord? Il y a des gens qui, donc le virus, c'est comme si le virus, il était venu nous dire, non, dans quelle situation était notre système immunitaire selon ce que le virus a produit non? Par exemple, d'une défense contre soi-même. Non, ce n'est pas une défense contre soi-même. Le système immunitaire, donc, il est là pour nous protéger. D'accord? Mais bien sûr, quand il y a une faille dans ce rôle de protection, quand la police, elle commence à déprimer, elle travaille plus correctement. Et c'est là où il va se produire, donc, chez le sujet, non, comment accompagner un sujet souffrant de cancer, probablement de dépression aussi, à concevoir qu'il puisse regagner
ou plutôt transmuter l'objet perdu à part la psychanalyse. Donc c'est la psychanalyse. Je suis désolée, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre instrument à notre portée qui fonctionne aussi bien que la psychanalyse. Oui, après un divorce, après une perte ou bien un divorce, il peut se provoquer des dépressions. D'ailleurs, c'est assez courant, on va dire. Et la répression émotionnelle, donc pas obligatoirement la répression, simplement les émotions. Il y a certaines émotions, non, qui vont avoir, alors ça ne va pas provoquer de cancer, non. Ce qui provoque le cancer, c'est, on va dire qu'il y a euh, il y a à la base du cancer, on a vu qu'il y a une dépression, mais que le système immunitaire est très sensible à tout ce qui arrive au sujet, au niveau émotionnel, au niveau des émotions, au niveau de ses relations et bien évidemment au niveau de son psychisme. C'est-à-dire que non, que le psychisme aussi, le psychisme du sujet va répercuter sur le système immunitaire. Pas toujours en cancer, bien évidemment. Le type de cancer est-il lié au type de perte? Ça, c'est une question intéressante. Ça, c'est une question intéressante. Et mais c'est difficile de voir, non? Il faudrait voir parce que moi je sais pas. Non, on parlait par exemple Valérie un déménagement peut provoquer aussi une dépression. Oui, parce qu'il y a par exemple un cancer qui est un cancer de l'utérus justement qui faisait référence plutôt. Alors je me rappelle plus comment c'est, mais disons que c'était le cancer des nonnes, des bonnes sœurs. C'est-à-dire qu'elles étaient touchées par ce cancer de l'utérus, non, parce que c'était en relation avec leur maternité, donc c'était pas exactement avec la dépression, mais qu'effectivement, le lieu de production du cancer, on ne produit pas n'importe quel cancer, que c'est aussi surdéterminé par le psychisme, effectivement. Pourtant, on m'a dit que l'excès de globule blanc de l'oglin pouvait être un signe de cancer. Bah oui. Donc, bien évidemment, exactement, c'est-à-dire que quand il y a un excès, non, une prolifération de certaines cellules, et que le système immunitaire il ne peut pas, un cancer de l'ovaire, par exemple. Là. Ok, merci Martine. D'accord. Donc, quand il y a une prolifération de ces cellules, et que comme la police, ben, elle est déprimée, elle travaille pas, donc elle ne bloque pas, non. Donc, et on va voir que si c'est donc le cancer, un développement incontrôlé de certaines cellules, et on va voir aussi, est-ce qu'il y aurait une relation de liaison des pulsions de vie et pulsions de mort dans le cancer? La pulsion de vie et la pulsion de mort va toujours ensemble. D'accord? Et oui, on va voir que oui, parce que on va voir que si la dépression, une des causes, une des conséquences plutôt de la dépression, non, peut provoquer le suicide, comme on l'a déjà vu, la dépression, non, est aussi à la base des suicides. Une personne qui n'est pas déprimée ne va pas se suicider. Donc c'est très rare. Non, c'est-à-dire qu'une personne qui est déprimée peut arriver à se suicider. C'est pour ça qu'on peut faire la lecture en disant est-ce que le cancer, ce n'est pas aussi une sorte de chemin vers une sorte de suicide, hein? Mais Sylvie dit mais un déménagement n'est pas une perte. Ah non? Vous perdez une maison pour en avoir une autre? Bien sûr que si. Vous perdez toute votre manière de vivre dans cette maison, Sylvie. Il y a des gens pour qui il y a un travail psychique à faire. C'est-à-dire que notre libido, qui était installé dans ce quartier, dans ces relations sociales, doit tout s'éliminer pour se réinvestir ailleurs. Bien sûr que si. Et donc, est-ce que la dépression induit le cancer ou bien le cancer cause la dépression chez l'individu atteint? Donc, Monia, vous devez reprendre le début de ce direct. Donc, on va dire non, c'est la dépression qui donne lieu au cancer. Et pas toujours. Pas toujours, mais que on va voir par contre toujours à chaque cancer, on sait que derrière chaque cancer, il y a une dépression. Donc, pour continuer un petit peu avec les explications, on va voir que non seulement il y a une prolifération de certaines cellules, sinon qu'en plus il y a une mutation de la cellule, symbolisation dans certains types de cancers ou cancer par défaut de symbolisation. Bon. Donc, on va voir. Donc, il y a un changement aussi. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un changement dans la structure de l'ADN, de la cellule, non? Et qui va permettre cette transformation de l'ADN, parce qu'en fait, la cellule, elle va muter. Et que ça va ça va provoquer plutôt que cette cellule, elle grandisse de manière indéfinie. Les états tristesse, angoisse, symptômes physiques et palpitations par lesquels passe la personne névrotique pendant son analyse, comment remédier à ça justement pour ne pas avoir... Non, ça n'a rien à voir, non? C'est-à-dire que ce sont pourquoi vous voulez remédier. Ce sont
non, des manifestations qu'il faut tolérer, que ce n'est pas spécialement du processus analytique, sinon que c'est du sujet. Hein. Donc, qui le présente en analyse, mais que c'est quelque chose qui appartient au sujet. Bon, donc, je lisais que donc, il y a dans cette manifestation, donc au niveau du cancer, donc une mutation des cellules qui va faire qu'elles vont grandir de manière indéfinie, sans limite. Et qu'en plus, ces cellules, elles ont dans ce processus de reproduction, ça va commencer à vieillir. Et donc, il se produit ce qu'on appelle une apoptose. Et l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Donc, c'est comme une sorte de suicide cellulaire. Hein? Donc, c'est une sorte de suicide cellulaire. Donc, c'est pour ça que c'est en relation et qu'on peut le penser comme quelque chose, non, qui est en relation avec le suicide. Donc, si on pense, non, que le système immunitaire, c'est comme une police et que son rôle, donc, c'est un système que son rôle, le rôle du système immunitaire, entre autres, parce qu'il a non, de nombreuses fonctions, c'est l'immunosurveillance. Donc si le système est un peu déprimé, ben il ne détecte pas les cellules qui ont muté et qui prolifèrent. Donc il les laisse se proliférer. Donc et quand on voit donc les causes de cancer sont diverses et variées, parfois virales. Bon, mais ça, ce n'est pas la psychanalyse. D'accord? Nous, ici, on est sur notre espace de psychanalyse pour tous. On peut se créer un cancer à force de s'inquiéter, de réduire ses propres cellules immunitaires. Marie-Laure, on part à partir du dernier effet. Quand j'aurai le cancer, je pourrai étudier. Mais je ne sais pas. Non, je sais que si je suis déprimée, attention, attention, ça c'est alerte, alerte, alerte. Je dois aller voir un psychanalyste. D'accord? Mais je veux dire que ça ne veut pas dire que et on va faire une fois que le cancer est là, on fait une relecture pour savoir mais ça vient d'où ça? Bon, donc on va dire que grâce non au travail analytique qu'on peut réussir à faire donc en consultation, c'est que le sujet va sortir de sa dépression et quand le sujet sort de sa dépression, le système immunitaire sort aussi de sa dépression. D'accord? Donc c'est intéressant. Nous devons penser que le corps et l'âme, pour le dire d'une certaine manière, c'est comme une bande de Moebius, non? Vous connaissez la bande de Moebius, c'est-à-dire que elles vont toujours ensemble. D'accord? C'est quelque chose qui va ensemble. Donc on va voir qu'il y a les effets que le psychisme va produire sur le corps et certaines manifestations du corps qui vont produire des effets sur le psychisme. C'est-à-dire que par exemple, une douleur de dent, un mal de dent, non, terrible, va faire que toute mon énergie va être mise là. Pourquoi? Pour me défendre de ça. Donc je peux plus m'occuper de rien parce que je suis simplement en train de m'occuper de la douleur. Non? Donc fumer, c'est une addiction qui amène souvent à un cancer, Corinne. Oui, mais Laurence vous a souligné, mais pourquoi fumer? D'accord? Et pourquoi être addict à ce genre de produits qui sont néfastes pour la santé? Non? Par exemple. Je veux dire, donc c'est pas que fumer, ça produit le cancer. C'est-à-dire que si je fume, j'ai déjà quelque chose. Si je fume, non? Exagérément, c'est déjà qu'il m'arrive quelque chose. Donc, exactement. Donc l'âme et le corps, non, fonctionnent ensemble et qu'ils se donnent la main tout au long de notre vie. Donc, dès qu'on ne prend pas soin d'une partie, non, de cette bande de Moebius, ben l'autre, c'est comme si on l'abandonnait, parce qu'on a beau faire du sport et des nanas. Alors, vous voyez qu'il y a des jeunes athlètes qui sont morts d'un arrêt cardiaque en plein de notre névrose. La névrose, oui. Voir à qui elle appartient la névrose, non? Mais dans le sens où, donc, on voit que on a beau être des athlètes, si, je veux dire qu'un bon footballeur, il n'a pas que des bonnes jambes, donc il doit avoir une situation mentale, pour bien être préparé, non? Donc Pierre Marty, oui, mais Pierre Marty, il a ses limitations, mais il a bien travaillé, lui, c'est un qu'il a bien travaillé. Donc, et donc on va voir que la maladie, non, le malade en général, ben, il s'intéresse simplement à sa maladie.
d'accord, comme le déprimé, il va s'intéresser qu'à ce qui lui arrive, c'est-à-dire que toute l'énergie donc est occupée pour la guérison. Et donc, on dit que le cancer peut guérir, hein, qu'il existe la possibilité de réapparition. C'est pour ça qu'il y a toujours un suivi, un esprit sain dans un corps sain. Bravo, merci Isabelle, ça c'est mieux dit. Il faut être en accord avec son être. Mais c'est pas être en accord. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Platon. Bah, vous voyez, donc, il y a plusieurs, non? Il y a plusieurs. C'est-à-dire que, bah oui, mais on le dit, mais pourtant, on ne le fait pas en conséquence. D'accord? La majorité ne le font pas en conséquence. Donc, il y a bien des... Non? On le dit, mais on fait comme si c'était pour les autres et pas pour nous. Donc, et... Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc qu'il y a... non, qu'il y a eu donc des expériences qui ont été faites dans des laboratoires en isolant in vitro, non, dans un laboratoire des cellules de patients déprimés et on a observé, donc la médecine, les médecins ont observé une diminution de la fonction de la cellule du système immunitaire. Ce qui permet de penser que le traitement de la dépression, non, va avoir une répercussion directe sur justement le développement de certaines maladies organiques, non, surtout du système, non, immunodépressif. C'est mon cas malheureusement. Ben, il faudrait l'étudier donc nous pouvons penser évidemment et nous devons penser et que ça nous fait du bien de penser qu'il y a un traitement possible qui peut accompagner, surtout quand on découvre qu'on a un cancer, non, on va dire que nous pouvons disposer du traitement psychanalytique pour accompagner le traitement, non, de la chimio, etc. Parce ce qu'on a vu aussi, ce qui a été étudié directement aussi par les médecins, c'est-à-dire que quand il y a un accompagnement psychologique, ça permet d'améliorer le traitement du cancer, dans le sens où le traitement psychanalytique va diminuer les effets secondaires de la chimio, non? Donc la maltraitance infantile, non, n'a rien à voir avec la survenue d'un cancer. Non, si la maltraitance infantile est en relation avec la dépression du sujet, mais c'est la dépression. Non. Donc, c'est-à-dire que la psychanalyse, non seulement elle traite la dépression, sinon qu'elle guérit la dépression, et en plus, ce qui est intéressant aussi avec la psychanalyse, c'est que c'est un système de prévention du développement des maladies organiques. D'accord? C'est de la prévention, c'est un instrument de prévention. Donc, voilà, pensée opératoire, dépression et cancer. D'accord? Donc, nous avons fait nous avons présenté un panorama de la situation assez ample, accessible à tous et pour nous rendre compte de l'importance, donc, comme on dit, de prendre soin de sa santé mentale et de voir aussi après pour chacun. Vous disiez que le malade ne s'occupe que de sa maladie. Alors attendez, de sa maladie, vous disiez que le malade, est-ce que ce n'est pas nécessaire pour se renarcissister? Non, mais disons que c'est quelque chose qu'il ne peut pas éviter. Non, que c'est quelque chose qu'il va le faire, mais pour guérir. Parfois, le dépressif ne le montre pas et développe un cancer. L'entourage n'a rien vu venir et c'est stressant, voire culpabilisant de savoir que dépression et cancer vont ensemble. Donc effectivement, mais parce que Fabienne, il n'y a pas eu l'écoute, parce qu'il y a eu autodénigrement, il y a eu obligatoirement certaines particularités. Donc effectivement, non, que c'est, bah oui, je l'ai pas vu venir, bah oui, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire le voir venir? Non? Et en plus, effectivement, j'ai hâte de connaître le traitement psychanalytique. Voilà, exactement. Donc, on va voir que, Séverine, merci à vous. Oui, il est déjà 10h05. Donc, un livre concernant le psychisme et le système immunitaire. Ben justement, j'ai vu dans Facebook mon nouveau livre qui vient de sortir en français, qui est enfin sorti en français, que vous pouvez acheter sur Amazon, qui s'appelle Je suis un groupe. Comment interpréter le cancer de Freud? Il y a un livre qui a été écrit, Olivier, sur le cancer de Freud, qui dit que en fait c'est un livre que je sais plus de qui c'est, mais je ne connais plus l'auteur, mais qu'en fait qui montre comment on a, allez regarder, mais
non? Que ça a été interprété, ça a déjà été interprété, c'est très intéressant. Donc je disais que vous avez mon livre en français qui s'appelle Je suis un groupe sur la page de Facebook. Vous pouvez d'ailleurs aimer la page, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez, vous avez accès, je crois que le livre coûte 8,50 € sur Amazon. Donc il est accessible à tous et vous le recevez en 2 jours chez vous. D'accord, c'est un petit livre. D'ailleurs, ah oui, moi aussi je viens de l'acheter parce qu'il est que sur Amazon. Je viens de l'acheter. Donc, il est là. Regardez, il est très bien, il est très bien. Alors, il n'y a pas de, parce que c'est Amazon qui le fabrique. Donc, il est petit, facile à lire et accessible à tous. D'ailleurs, il aurait dû s'appeler Psychanalyse pour tous. En tout cas, il est à votre disposition. Je suis un groupe, c'est ça. Oui, Marie-Laure. Donc, merci à vous. Bonne continuation. La dépression, c'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça, Corinne. Bravo. C'est la non-possibilité de substituer. D'accord? Bon alors, le malade, la maladie est un message que l'âme adresse au corps. Merci, très intéressant. Bonne soirée à vous. Donc, bonne continuation. En général, la maladie, c'est quelque chose que le sujet n'a pas pu dire. C'est pour ça qu'on vous dit Fabienne, vous l'avez pas vu venir, mais ce que lui non plus, il l'a pas vu venir. Je veux dire, le patient qui tombe malade, il l'a pas vu venir non plus, et parce que lui non plus, la majorité n'ont pas vu venir leur dépression. D'accord? Bon, Marie-Thérèse, Annie, Kamal, bonne continuation. Marie-Laure, à mardi prochain. Alexandra, bonne soirée. Donc, bonne continuation. Annabelle, je vais le lire avec grand plaisir. Donc, et venez avec vos questions ensuite. Le mal à dire, exactement, René. Donc, la difficulté, super pour le livre et merci pour ce thème d'aujourd'hui. Daniel, merci à vous. Bonne soirée, Camille. Muriel, bonne continuation. Bénice. Sylvie, Néléa, donc Laurence, bonne nuit. Claudette, merci, bonne fin de soirée. Frida, bonne soirée. Nadia, donc bonne continuation. Prenez soin de vous et si vous voulez utiliser les services d'un psychanalyste, je travaille en ligne et je suis à votre disposition. Nathalie, bonne soirée. Corinne, bonne continuation. Jeff, bonne soirée. Allez, au revoir à tous et à mardi prochain. Au revoir.